Alors, je suis ravie de vous accueillir ce soir au nom de l'UNPS, l'Union de prévention du suicide, l'Union nationale de prévention du suicide. Je suis Liliane Dassy, la vice-présidente. Et ce ciné-débat qui est organisé aujourd'hui sur la base d'un documentaire qui va vous être présenté tout à l'heure entre donc dans le cadre de la Journée mondiale du suicide 2025, dont le thème est Parlons du suicide autrement. Je vais passer la parole à Fabrice Jolland, notre président de l'UNPS. Merci beaucoup Liliane, bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée. On est ravis de vous voir en grand nombre, en sachant qu'on a organisé cet événement un petit peu tardivement, on a fait tardivement la com. Néanmoins, la soirée est filmée, vous voyez notre réalisateur, et donc le débat sera projeté sur YouTube. Vous pourrez en faire la promotion pour tous les gens qui n'ont pas pu être là ce soir et tous ceux qui sont en province. Voilà, on est ravis de vous voir en grand nombre pour cette soirée débat organisée donc par l'UNPS, dont je suis le président depuis quelques semaines. Et ça a été un grand honneur d'être choisi pour être président de cette union d'associations. C'est une association d'associations, on réunit une quarantaine d'associations qui sont impliquées directement ou indirectement dans la prévention du suicide. Des associations qui visent la prévention du suicide par l'écoute, par la disponibilité, par la lutte contre la pauvreté, contre la solitude et toutes ces conditions qui favorisent chez certains l'émergence d'idées suicidaires, éventuellement un acte suicidaire. Voilà. C'est une association dont le maître mot est la prévention partagée. Vous avez peut-être vu déjà passer une diapositive. La prévention partagée, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas faire de prévention tout seul dans son coin. Ça ne peut marcher que tous ensemble. La personne qui est en difficulté, et on va parler de ça, évidemment c'est plus facile si elle va demander de l'aide et si elle trouve de l'aide. L'entourage proche, au sens large, les familles, les amis, les voisins, les copains de clubs de sport, tout le monde doit être impliqué dans cette prévention. Évidemment, les institutions. Moi, je viens du monde de l'institution. Je suis professeur de psychiatrie. Je travaille dans une grande université parisienne, Paris-Saclay, à la PHP, sur le plan hospitalier. On a besoin des institutions sanitaires, médico-sociales, administratives, l'appui des ministères. Le ministère de la Santé porte une grande stratégie nationale de prévention du suicide actuellement, et on en est très heureux. Et puis, il y a les associations qui ont un rôle qui a été très largement sous-estimé parce que c'est un rôle au plus proche de la population, c'est un rôle silencieux. Les associations, c'est des salariés, mais ce sont essentiellement des bénévoles qui ne font pas de bruit, qui donnent de leur temps pour les autres. Et ça, je pense que ça contribue, et on espère bien le montrer prochainement, à la prévention collective du suicide. Donc la prévention du suicide, c'est l'implication de tout le monde, d'où aussi cette conférence qui est ouverte au grand public pour que tous ensemble on puisse échanger, partager sur cette question importante. Un petit mot du lieu. Vous êtes peut-être arrivé, vous ne connaissiez peut-être pas ce lieu, vous avez peut-être été un peu surpris de cet endroit, qui est un lieu au départ universitaire. C'est une université qui reste encore, il y a un petit bout qui est encore universitaire, donc c'est encore un lieu de savoir, et le savoir est là, mais c'est devenu un tiers-lieu. Je vous ai mis la photo, vous avez peut-être vu l'affiche à la sortie de l'amphithéâtre, d'un tiers-lieu. Alors un tiers-lieu, c'est défini comme ni un espace public, ni le domicile, ni le lieu de travail, mais un espace où les individus aiment sortir, se rassembler de manière informelle. Voilà, des moments informels de discussion, de rencontre, c'est une occasion de rencontre. Il y a apparemment, je crois, 250 associations ici, très très variées, donc c'est l'occasion aussi pour que les associations rencontrent des associations, se fassent des copains et décident de travailler ensemble. Par exemple, nous on a une association ce soir qui nous filme, c'est Le Moment, ils travaillent ici, on s'est rencontrés, on a déjà travaillé ensemble, ils vont nous faire un super film, et voilà, c'est un exemple de collaboration qui peut naître de ces endroits, de ces tiers-lieux, des lieux d'innovation, d'échange et de création. Alors comme l'a dit Liliane, c'est la journée mondiale de prévention du suicide, alors c'était hier en réalité, c'est tous les ans le 10 septembre, je vous rappelle qu'il y a une journée nationale
qui est tous les ans le 5 février, d'ailleurs, qui a été créé avant la journée mondiale. Par qui? Par l'UNPS. L'UNPS, sa première action, et d'ailleurs sa première raison d'être, c'était d'organiser cette journée nationale de prévention du suicide. Et ça a été une des premières journées nationales. Alors aujourd'hui, des journées nationales, il y en a pour tout, hein, on est d'accord? On en voit tout le temps, il y en a plusieurs par jour, des journées nationales, donc plusieurs journées en une. Mais quand la journée nationale de prévention du suicide a été créée, c'était une des toutes premières, la deuxième ou la troisième qui existait, c'était en 97. Voilà. Alors aujourd'hui, l'UNPS organise la journée nationale, des événements pour la journée mondiale. On a tout un cycle de conférences qui arrive. On va essayer de vous tenir au courant, hein, donnez bien vos mails pour que vous soyez bien au courant de toutes les conférences, des conférences scientifiques, des moments sympas. Vous avez vu passer l'affiche, peut-être vous avez été un peu surpris, Dansons pour la santé mentale. C'est dans 2 semaines, pile poil, un jeudi soir, c'est pas dans le 5e, c'est dans le 12e, c'est pas très loin, une belle soirée pour la santé mentale, parce qu'on pense que la danse, c'est un bon moyen de faire de la santé mentale, parce que on bouge, on apprend, on a de l'équilibre, mais aussi on apprend à être en couple, on apprend à être tous ensemble à plusieurs, on apprend à faire attention aux autres et en même temps à faire communauté. Donc c'est un bel exemple de choses qu'on peut faire pour la santé mentale. Ça sera notre première soirée, si ça marche bien. On compte bien le faire très très régulièrement. Donc inscrivez-vous, c'est un mini prix pour... j'allais dire un maxi plaisir, ça faisait un peu pub, donc j'ai un peu hésité à la dire. Voilà, donc cette journée, comme l'a dit Liliane, le thème de la journée, selon l'Association internationale de prévention du suicide qui organise cette journée, c'est « Change the narrative » en anglais, c'est « Parlons du suicide autrement ». Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le suicide. Moi, j'organise un diplôme interuniversitaire de suicidologie qui dure 150 heures et encore on ne peut pas tout dire, donc autant vous dire c'est un sujet extrêmement complexe, il y a plein de choses qu'on peut traiter, mais ce soir on va se focaliser sur cette question des silences, de la honte, de la culpabilité, qu'on va regrouper sous le terme de tabou. Et alors on a eu une chance formidable en fait, parce que c'est une coïncidence, mais c'est que dans l'année, moi j'ai eu la chance de rencontrer Edgar Mermet, qui est venu me voir en me disant est-ce que vous voulez participer à un documentaire dont le sujet est le tabou. Donc la question de comment on doit parler de suicide, ça collait parfaitement à cette thématique de IASP. Alors avant de donner la parole à Edgar, je voudrais remercier plusieurs personnes. Le Moment, j'en ai déjà parlé, qui est avec nous ce soir. Le Plateau Urbain, qui nous permet d'organiser cette soirée. Hervé, qui est là-haut à l'accueil, qui a organisé la soirée. Maëlys, Charlotte, qui sont aussi là-haut, qui sont bénévoles et qui nous ont donné un coup de main. Et puis, bien sûr, les 2 personnes qui nous rejoindront tout à l'heure pour le débat. Hélène de Carnet, que vous allez voir dans le film. Hélène, je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir à tous. Merci à vous d'être venus aussi. Je m'appelle Hélène de Carnet, je suis la maman de Lou qui a mis fin à ses jours à l'âge de 20 ans, il y a 4 ans de cela. Et depuis, je me suis engagée dans la prévention du suicide des jeunes et je suis en particulier membre du conseil d'administration de l'association Phare Enfants Parents. Vous pouvez trouver des petits flyers qui vous expliquent ce que fait cette association qui propose vraiment un dépistage des idées suicidaires, du mal-être dans les établissements scolaires et qui permet de faire un suivi vraiment transversal des jeunes. Tout ça gratuitement. Et donc, si vous cherchez une association à laquelle donner quelques euros avant la fin de l'année, n'hésitez pas, Phare Enfants Parents a besoin de votre soutien à tous. Merci Hélène. Et puis notre deuxième débatteur, je ne sais pas comment on dit, orateur, Jean-Baptiste Baudier. Jean-Baptiste, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jean-Baptiste. Moi, je vais représenter Nightline ce soir. Nightline, c'est une association créée par des étudiants, soutenue par des professionnels de santé, mais aussi des chercheuses, des chercheurs, qui a pour but de prendre soin de la santé mentale des étudiants et des étudiantes. Notre cœur de métier, c'est d'avoir une ligne d'écoute de nuit, 7 jours sur 7, de 21h jusqu'à 2h30 du matin, tenue
par des étudiants bénévoles, vraiment dans cette logique de santé communautaire, de pair à pair, de se dire que les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices, ce sont ceux qui nous sont le plus proches, et donc ces étudiants. Dans la vie, je suis psychologue de métier, j'ai beaucoup travaillé sur les notions de promotion de la santé mentale, et puis je suis aussi engagé sur les premiers secours en santé mentale. Merci beaucoup d'être là ce soir, Jean-Baptiste. Et puis, pour terminer cette introduction, merci encore Edgar d'avoir accepté de projeter ce film. Et vous me disiez tout à l'heure, c'est la première projection publique. Mais alors, quelle chance on a? Ouais, donc vous êtes en exclusivité. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'est donc le premier épisode d'une série de 3 épisodes d'1 heure. Vous allez découvrir donc le premier. J'espère que ça vous donnera aussi envie de découvrir la suite. C'est l'aboutissement de plus d'1 an de travail, de rencontres avec énormément de personnes. Et je remercie notamment à la fois Fabrice Joland et l'UNPS de nous accueillir aujourd'hui, mais aussi d'avoir participé au documentaire. Liliane Dassy aussi de SOS Amitié, et puis bien sûr Hélène de Carnet, et puis son mari Fabrice, que vous allez découvrir ce soir. Et puis voilà, je pense que les images et le témoignage d'Hélène de Carnet va plus parler que tout ce que je pourrais dire pour la présenter. Donc voilà, je tiens aussi à remercier du coup la personne qui est assise, enfin qui est debout à côté de moi, et qui est la raison pour laquelle je ne suis pas assis, qui est le co-réalisateur Quentin Hébert, qui est présent ce soir, donc, et la co-réalisatrice Constance Muller, qui n'est pas avec nous, mais que je tenais à saluer parce que voilà, sans ces 2 personnes-là, le projet n'existerait pas. Et donc c'est eux aussi qui ont permis à ce projet de prendre vie et à ces tournages d'exister. Donc voilà, merci beaucoup. Donc on vous propose de visionner ce documentaire et de nous retrouver dans 55 minutes donc pour une table ronde avec les différents orateurs, ou participants en tout cas, et des questions avec vous après si vous le souhaitez. Bon visionnage. Donc on va passer aux questions, si vous voulez bien. On va commencer par Edgar, par toi. Tu nous as montré donc un documentaire assez fabuleux et très compréhensible, je trouve, très pédagogique pour le grand public. Et alors, 3 petites questions. Comment ce documentaire, comment tu as noué tes contacts avec les différents intervenants, comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui te reste aujourd'hui de ces contacts et des échanges que tu as eus avec les différents protagonistes? Merci beaucoup. Du coup, j'ai commencé par rencontrer Nathalie Powells du programme Papageno, puisque du coup, avant de faire un documentaire, j'écrivais un court-métrage qui parlait déjà du suicide, et donc c'est comme ça que j'ai voulu me renseigner sur le sujet et être sûr d'en parler justement de la bonne manière, puisque un court-métrage comme un documentaire, c'est justement des objets qui sont adressés au grand public. Et donc du coup, c'est vraiment Nathalie Powells qui m'a fait rencontrer plusieurs personnes. Le milieu de la prévention du suicide est aussi assez petit, tout le monde se connaît, notamment grâce à l'UNPS qui fédère les institutions et les associations. Donc le projet s'est vraiment construit au fur et à mesure. Pour être très honnête, j'avais pas du tout prévu de faire un documentaire de 3 heures. On était plutôt sur du 52 minutes. Et voilà, au final, le projet a grandi, le tournage s'est allongé et le temps de post-production aussi. Donc voilà, c'est juste que ça a été co-construit avec tout le monde. Je pense qu'il y avait énormément de choses à dire et que donc à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un nouvel angle sur le sujet que j'avais pas forcément vu avant. Donc encore une fois, moi je suis pas un professionnel, donc j'ai vraiment découvert le sujet, même en l'ayant expérimenté, j'avais aucune connaissance ni théorique ni clinique. Donc ça a été vraiment de la découverte à chaque fois et c'était vraiment ça le but, c'était de transmettre toutes les connaissances que j'avais eues durant ces mois d'échange, avec justement essayer d'avoir vraiment tout l'écosystème, à la fois des témoignages comme ceux d'Hélène et de Fabrice, notamment aussi celui de Roxane que vous voyez qui sera dans le dernier épisode, d'avoir aussi vraiment toutes les institutions avec ce que fait le gouvernement, avoir aussi des aspects cliniques et théoriques que vous pouvez notamment voir avec Fabrice Joland et Charles-Édouard Notre-Dame
qui nous donne un peu des lignes directrices, des chiffres que moi je connaissais pas du tout. Et donc voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit, contact les uns après les autres. Et chacun, je pense, a aussi apporté sa pierre au projet, puisque moi j'étais vraiment juste un passeur d'informations, et c'est vraiment les professionnels de santé, Fabrice, Hélène et Roxane, qui nous ont confié leurs témoignages. Et donc voilà, moi j'ai juste eu ce rôle de coordination, et puis encore une fois, heureusement, j'ai été épaulé lors des tournages par Quentin et Constance, puisque c'est grâce à eux notamment que vous voyez ces magnifiques images, ce montage léché. Donc c'est pour ça que la post-production a mis aussi beaucoup de temps, parce que encore une fois, c'est pas forcément un documentaire pour les professionnels de santé ou ceux qui sont déjà au courant de la problématique. L'idée, c'était vraiment de toucher un grand public, d'abord les jeunes, et puis au final le scope s'élargit, et finalement ça concerne vraiment toute la société. Et on parle aussi du tabou des seniors, on parle vraiment de tout le monde. Donc voilà, je dirais que c'est un projet qui s'est co-construit avec tout le monde, avec tous les intervenants, et que aujourd'hui on est toujours en contact, qu'on va essayer de multiplier justement ce genre de projection. Et voilà, le titre c'est Brisons le tabou, donc on va faire en sorte que l'objectif soit réussi, quoi. Merci Edgar, c'est vrai que le visuel est vraiment très très sympa, hein. Fabrice, alors une question justement sur Brisons le tabou. De quoi parle-t-on quand on parle de briser? De quel tabou parle-t-on quand on parle de sa religion? Ouais, j'en parle un peu juste pour me répéter, mais effectivement, ce tabou est un tabou historique. On vit avec notre culture telle qu'elle s'est construite, et on vit dans le tabou d'abord de la religion, et la religion catholique et chrétienne interdit le suicide. L'interdit depuis longtemps, hein. Saint Thomas d'Aquin formalise ça de manière très très claire. Le suicide, c'est une atteinte contre la nature, contre la société et contre Dieu. Voilà, c'est clair, donc il n'y a pas de suicide, c'est interdit. C'est interdit, et c'est un tabou qui reste jusqu'à aujourd'hui, puisque dans le catéchisme catholique, il est dit qu'on n'a pas le droit de se tuer. On n'a pas le droit de tuer, donc on n'a pas le droit de se tuer. Évidemment, l'Église catholique a assoupli son approche quand même. Elle reconnaît que les gens qui souffrent de dépression ont besoin d'aide, etc. Mais c'est encore là. L'islam, qui est la deuxième religion aujourd'hui en France, a aussi un interdit du suicide qui est complexe. Hein. Quand vous écoutez parler des théologiens de l'islam, ils vous expliquent que la manière dont c'est formulé n'est pas très claire. Mais enfin, globalement, les pratiquants entendent le message il est interdit de se suicider. C'est douter du Créateur, c'est se prendre pour Dieu, c'est douter de sa miséricorde. Enfin, il y a plusieurs interprétations. Ça, c'est le premier gros tabou. Le deuxième, c'est un tabou légal qui, évidemment, est né du premier. Comme je le dis dans le documentaire, le suicide reste encore dans une vingtaine de pays du monde criminel. Si vous faites une tentative de suicide, vous finissez en prison. Voilà, donc il n'y a pas de prévention du suicide. Évidemment, les chiffres sont minimisés dans ces pays-là, etc. Alors ça va dans le bon sens, c'est un message positif. La Malaisie vient de changer enfin sa législation à ce sujet. Les choses évoluent doucement. En France, ça a été criminel jusqu'à la Révolution française. Donc, vous connaissez sûrement les histoires au Moyen-Âge. Hein, une personne qui était suicidée, elle était punie, elle était condamnée, le corps était... subissait de multiples outrages, était promené face contre terre dans le visage, face contre terre, oui, dans le village, et les biens étaient confisqués. Enfin, c'était terrible. Mais ça s'est arrêté. Il n'y a plus de criminalisation. Il n'est pas interdit de se suicider. Mais c'est finalement assez récent dans l'histoire de France. Et donc reste ce dernier tabou qui est le tabou moral qui pèse. Celui qui crée ce silence, cette stigmatisation qui est à l'origine de toutes ces idées reçues, quelque part, celui dont on parle ce soir. Merci Fabrice. Hélène, alors merci pour ce témoignage que vous faites qui est vraiment qui suscite beaucoup d'émotions dans plein de registres, on va dire. Pour moi aussi. Oui, j'imagine. Votre fille, c'est vrai qu'elle était solaire, on le voit sur les photos. Et vous, du point de vue de votre expérience de maman et par rapport à votre mari, de parents endeuillés, on va dire, quels sont les tabous les plus... ceux que vous avez rencontrés et qui sont le plus difficiles pour vous, peut-être pas à accepter, mais à entendre ou à assimiler?
Je pense que c'est vraiment le tabou dont Fabrice vient de parler. Et le deuil d'un enfant est un deuil terrible. La mort d'un enfant fait peur. En fait, le suicide est tabou, mais la mort est aussi tabou dans notre société. En fait, ça va au-delà de ça. Donc c'est vrai que les parents endeuillés font un petit peu peur, et alors ceux qui sont endeuillés par suicide, ils terrorisent. On a parfois peur qu'ils puissent être presque contagieux. Alors moi, je le dis dans le documentaire et je le répète, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des amis, de la famille, dont beaucoup sont présents dans la salle ce soir, et je les remercie très sincèrement pour leur soutien depuis 4 ans. Donc, moi, le tabou, je ne l'ai pas vécu au niveau de mon cercle proche. Par contre, je connais des familles d'endeuillés qui vivent ça au quotidien, qui ont vraiment vu ce suicide transformer leurs liens au sein de la famille, au sein du couple très souvent, et les amis qui disparaissent petit à petit. Parce qu'il y a des questions aussi que les proches n'osent pas poser. La question du pourquoi. Et c'est une question à laquelle il n'existe pas réellement de réponse. Et donc, chacun se construit un peu son histoire. On cherche parfois des responsables, des coupables. Et donc, ça peut impacter de manière très importante les relations après un deuil. Je vous donnerai juste un petit exemple. Il y a une question qui est très difficile quand on est endeuillé par suicide, et quand on rencontre des nouvelles personnes. Et cette question vient souvent très, très rapidement dans la conversation, c'est combien vous avez d'enfants ? Et c'est une question, encore une fois, qui est très difficile pour tous les parents endeuillés, mais quand on est endeuillé par suicide, cette question est encore plus difficile parce qu'on se projette, on se dit, bon, on a vite compris qu'il fallait de toute façon dire qu'on avait 2 enfants, dans mon cas. Ça, on comprend très très vite qu'il n'y a pas d'autre réponse possible. Et donc très souvent la question vient de qu'est-ce que font tes enfants ? Donc rapidement on aborde le sujet du décès, et quand la question du comment vient, là on a peur en fait de quelle va être la réaction de la personne en face de nous. Parce que quels sont tous ces préjugés qu'elle peut avoir, et comment est-ce quel regard elle va porter sur nous qui n'avons pas pu protéger nos enfants, et on entend aussi dans toutes les explications le rôle de la famille, le rôle de l'enfance, et donc forcément, voilà, cette culpabilité peut très, très, très facilement ressortir. Et la dernière chose que je dirais, pour ne pas être trop longue, c'est que c'est un deuil donc, qui est vraiment terrible, et il est très difficile pour les parents endeuillés de trouver le support nécessaire et adéquat. C'est-à-dire que trouver des professionnels, psychologues ou psychiatres qui sont formés au deuil après suicide, il y en a très peu. Il y en a très peu en France. Et en Belgique, c'est pas beaucoup mieux. Nous, on a vraiment eu la chance de trouver le centre de prévention du suicide, mais on l'a trouvé par hasard. Donc on n'est absolument pas guidé, accompagné pour trouver les professionnels qui sont qualifiés pour nous aider à traverser ce deuil. Et voilà, là je remercie encore l'association Phare Enfants Parents pour le travail qu'ils font auprès des endeuillés, mais il y a vraiment un manque cruel de moyens, de formation. Fabrice parlait du DU de suicidologie. Moi, j'ai été effarée de voir que des étudiants en psychiatrie devaient suivre ce DU pour entendre parler du suicide. Ça n'est pas dans les études de base. Enfin, ça n'allait pas assez. Voilà, ça n'est pas assez dans les études de base. Donc après, l'accès au... Et c'est la même chose pour les psychologues. Voilà, je m'arrêterai là. Il y a un chiffre supplémentaire qu'on n'a pas donné. Pour chaque suicide, 15 à 30 personnes endeuillées directement. 10 000 suicides, quand on corrige un peu la sous-estimation, 100 à 300 000 personnes endeuillées. Et le deuil dont vient de parler Hélène, un deuil traumatique, culpabilisant, avec plein d'incompréhension, de colère, etc., qui va traîner, qui va avoir un impact
monstrueux. Donc il y a le nombre de suicides qui est trop important, et puis il y a tout cet impact sur les gens qui restent, quoi. Et ça, c'est important à garder en tête. Merci Hélène. Je rajoute par rapport on parlait des infirmiers en psychiatrie qui font le DU de suicidologie, et je ferai aussi un parallèle avec les étudiants, les éducateurs spécialisés, hein, pour qui il y a aussi une vraie carence en termes de prévention du suicide. Enfin, voilà, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Jean-Baptiste, alors, toi qui écoutes beaucoup les jeunes, un peu le même genre de question, quel est le tabou qui revient le plus souvent dans le cadre de vos écoutes? Et une question un peu subsidiaire, comment, comme c'est de la pérédance, hein, comment les écoutants qui ont sensiblement le même âge, enfin, hein, les mêmes problématiques, comment ils se sortent aussi, eux, de ce qu'ils peuvent entendre et de l'aide qu'ils peuvent apporter? Merci. Je reprenais un peu les chiffres de l'année passée sur la ligne d'écoute de Nightline, donc plus de 25 000 appels sur cette année 2024-2025. 5% concernaient un risque qu'on appelle passif sur le suicide, et puis 1,8% concernaient un risque actif. C'est moins que sur l'année 2023-2024. C'est aussi intéressant de pouvoir le souligner. Alors, il faudrait faire plein d'études pour savoir pourquoi, mais en tout cas, en 2023-2024, on était sur 8,5% et puis 4,5% sur les risques imminents. Donc, on voit une diminution, en tout cas, sur notre ligne d'écoute. À nouveau, la majorité des étudiants qui appellent une ligne d'écoute, ce n'est pas forcément ce qui vient en premier. Et on parlait des signaux faibles, et donc il y a plein de raisons pour lesquelles on peut appeler. On aime bien dire chez Nightline, il y a ce qu'on montre le jour et il y a ce qu'on ressent la nuit. Et cette notion de tenir une ligne d'écoute de nuit, c'était un vrai pari pour une association, parce que on sait que la nuit, c'est les moments où on se sent seul, où on a aussi tout un impact lié au cycle circadien, etc., au manque de sommeil, à la solitude. Et donc, on apprend aux étudiants, aux bénévoles, aux pairs, à pouvoir justement, en tout cas, laisser parler la personne, vraiment être dans cette écoute active, attentive, qui est si précieuse. On se rend compte que c'est rare les moments où on trouve des lieux de pure écoute. Et ça, c'est une des forces, je crois, qu'on a essayé de développer chez Nightline, de se dire comment est-ce qu'on peut offrir cet espace d'écoute. Parce que c'est dans cet espace d'écoute qu'apparaît de plus en plus, finalement, au bout d'un moment de la conversation, des signes de plus en plus forts, et donc qui nous poussent à poser cette question si essentielle. Est-ce que tu as des pensées suicidaires? Est-ce que tu es à risque? Et de façon claire, non ambiguë, comme on a pu le dire dans le documentaire. Une fois que cette question elle est posée, pour le coup, eh bien, on a établi, en lien avec des professionnels de santé, c'est là l'intérêt de ce pair à pair soutenu par des professionnels de santé, des protocoles très clairs qui permettent d'apporter les réponses, d'évaluer est-ce qu'on est sur un risque passif, est-ce qu'on est sur un risque immédiat, et comment est-ce qu'on peut réorienter de façon immédiate vers le 3114, vers les urgences, etc. Donc nos étudiants, ils ne sont pas seuls, lâchés dans la nature, ils ont cette formation, une formation longue à l'écoute, et puis ils ont ce soutien aussi au travers de groupes d'analyse de pratique qui sont obligatoires. Toutes les 3 permanences, les étudiants, les écoutants doivent aller obligatoirement en groupe d'analyse de pratique avant de pouvoir revenir écouter. Donc on a tout ce soutien-là qui est mis en place. Sur cette question de pourquoi les étudiants, je trouve que, puisqu'on parle du tabou, c'est très important de pouvoir se dire, si on veut faire bouger les lignes sociétales, il faut tabler sur la société de demain, et c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et quand on apprendra
à parler du suicide, comme on parle du diabète, comme on parle du cancer, comme on parle d'autres pathologies qui sont des pathologies graves, qui impactent le quotidien, qui génèrent des morts aussi, eh bien, on va gagner aussi sur cette notion de prévention. Il faut qu'on apprenne à ouvrir ces espaces de discussion, et la population étudiante est pour nous un moyen privilégié de faire changer la société d'aujourd'hui et de demain. Merci Jean-Baptiste, et je rajouterais aussi parler de la santé mentale, pouvoir parler de la santé mentale, qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui de manière claire. Edgar, je reviens vers toi parce que dans le reportage, tu nous dis que tu aurais voulu avoir toutes ces informations quand toi-même tu as été en difficulté à un moment donné de ta vie. Est-ce que tu as conçu, est-ce que toi et ton équipe, vous avez conçu ce documentaire comme un outil de prévention ? Ouais, tout à fait. Enfin, du coup, ça s'est vraiment, encore une fois, construit avec les professionnels de santé, puisque voilà, par exemple, Fabrice n'était pas forcément prévu dans la trame de base, et puis finalement, en plus du professeur Notre-Dame, il s'est rajouté. Du coup, le professeur Notre-Dame, c'est vraiment dédié à la santé mentale des jeunes, et avec Fabrice Joland, on a pu avoir à la fois quelque chose de plus national et plus mondial. Donc, je sais plus, je me perds un petit peu dans les questions, mais pour le coup, non, on l'a vraiment fait avec les gens, et puis avec les professionnels de santé, avec les associations, avec les témoignages. Et c'est vrai que dès le début, on m'a tout de suite dit il faut que tu prennes un angle, il faut que ce soit vers les jeunes, il faut que ce soit sur les agriculteurs, il faut que ce soit sur les seniors, il faut qu'il n'y ait que les associations, qu'il y ait que des témoignages. Et en fait, moi, je voulais justement qu'il y ait vraiment quelque chose de plus complet possible, et un espèce d'écosystème où on voit à la fois des témoignages, parce qu'on a besoin vraiment d'histoire et de rendre humains les chiffres, et pas juste de les présenter comme ça en vous disant voilà, il y a à peu près 9000 morts de gens décédés par suicide par an, et puis voilà. Et en même temps aussi d'avoir des ressources de prévention, et en même temps, le 3114 par exemple, il a été créé en 2021, donc du coup moi il n'existait pas quand j'avais des idées suicidaires. Vigilance pareil, ça a été lancé dans les Hauts-de-France en 2015. Papageno n'existait pas non plus, donc il y a plein de ressources qui n'existaient pas quand moi j'en avais besoin. Je l'ai pas forcément, enfin je l'ai pas écrit pour moi, je l'ai plus vraiment écrit pour le grand public. Parce qu'encore une fois, je vois qu'il y avait vraiment plein de gens engagés, justement les bénévoles, des gens comme Fabrice, Hélène, Roxane, qui veulent aussi libérer la parole et libérer leur récit. Et en même temps, voilà, je voulais toucher un grand public. Et c'est vrai qu'on est dans une société d'image, de contenu, d'histoire, et que je pense que la seule chose qui manquait à la prévention du suicide, et que moi et toute mon équipe, Quentin et Constant, parce qu'on dit mon équipe, en fait ils sont deux, et ils font 10 jobs sur le projet, mais ils étaient que deux, même si on a l'impression qu'ils étaient 20. Et donc du coup on a vraiment voulu faire quelque chose de grand public, et de toucher voilà, toutes les cibles possibles, les jeunes comme les moins jeunes, et en même temps voilà, de s'adresser au grand public, et de faire en sorte que la société puisse vraiment prendre sa place, et puis prendre corps du sujet, quoi. S'intéresser vraiment au sujet, et en même temps avoir des témoignages, en même temps avoir des ressources, des informations, et pas juste laisser les gens avec des constats ou avec des témoignages. Donc voilà. Merci. Encore une petite série de questions. Hélène, quand on a préparé cet événement aujourd'hui, on a été frappé par votre engagement, le vôtre et celui de votre mari, et comment ça a pu... J'imagine que ça a été un cheminement pour vous, et que comment ça s'est réalisé, alors concrétisé, on le sait, par l'engagement aussi dans diverses associations, mais pour vous de manière individuelle, en tant que parent, ça a dû être aussi un sacré challenge. Oui, c'est sûr que c'est pas évident de passer de la perte d'un enfant par suicide à la prévention du suicide. Parce que déjà, de reconnaître qu'on peut prévenir le suicide quand on n'a pas réussi à éviter la mort de son enfant, c'est très compliqué. Donc cet engagement, il est parfois difficile pour certains parents, et je le comprends. Je pense que pour moi, ma première motivation, en fait, pour cette prévention, ça a été ma douleur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement souffert, c'était tellement intense, c'était tellement insupportable,
que je me suis assez vite dit, je ne veux qu'aucune personne de mon entourage puisse vivre une chose pareille. Alors peut-être que le psychiatre dira que j'ai développé un syndrome du sauveur, je ne sais pas. Mais ça a été assez évident, assez rapidement, de me dire il faut que j'en parle. Il ne faut pas justement que je laisse ce tabou exister, ni dans la famille, ni dans les amis, ni à mon boulot. Après, quand j'ai commencé à rechercher, à essayer de comprendre, parce que c'est une première phase, je pense qu'on ne peut pas éviter d'essayer de comprendre quand même comment est-ce que quelqu'un peut en arriver à un tel geste. Je me suis rendu compte de l'immensité de mon ignorance, en fait, qui est due au tabou, pour venir aussi au tabou. Donc, je me suis rendu compte que je dis parfois que ma fille est morte d'ignorance, ou on peut dire que le tabou tue. Donc, je n'avais aucune idée, avant le décès de Lou, que le suicide était la 2e cause de mortalité chez les jeunes, pas très loin derrière les accidents de la route. En Belgique, c'est la 1re cause de mortalité des jeunes, parce qu'il y a moins de tués sur les routes et un petit peu plus de suicides qu'en France, mais enfin voilà, c'est quasiment équivalent. Et sincèrement, en tant que maman, j'avais peur, quand mon enfant traversait, quand j'avais peur qu'il se prenne des drogues, j'avais peur des agressions sexuelles, j'avais peur de plein de choses. En tant que parent, on a beaucoup de peur, peut-être trop. Mais j'avais jamais vraiment eu peur du suicide. Et donc ça, je me suis dit qu'il fallait que ça change. Voilà. Et puis je pense que la 3e chose qui m'a vraiment permis de m'engager, c'est de rencontrer d'autres parents endeuillés, voilà, qui étaient dans la même dynamique. Parce que je pense que faire les choses ensemble, ça aide. Merci. Avant de faire un retour, une série de questions-réponses avec la salle, je voulais savoir rapidement, Hélène, que pourrait-on faire pour briser ces tabous? Pour vous, si vous aviez quelques solutions rapidement à donner ou quelques propositions à faire, quelles seraient-elles pour briser ce tabou du... Déjà, le documentaire d'Edgar, je pense, s'il pouvait être diffusé sur une chaîne grand public à une heure de grande écoute, ce serait déjà formidable. Donc, c'est vraiment ce que l'on attend, ce pourquoi Edgar travaille depuis 1 an. C'est la raison pour laquelle Fabrice et moi avons accepté de témoigner, de nous dévoiler, parce que c'est pas si facile que ça de raconter son histoire, de raconter l'histoire de sa fille et la détresse. Et puis, après, au-delà de ce documentaire, moi, j'en parle, c'est la suite de ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut que le risque suicidaire arrive dans les discussions familiales, comme les autres risques. Et personne n'a envie que son enfant meure sur la route, personne n'a envie qu'il tombe dans les drogues dures, et pourtant on en parle. Et donc, réaliser que malheureusement, dans certaines périodes difficiles de transition, quand on se cherche entre 15 et 25 ans, réaliser qu'on peut, à un moment donné, être submergé par ces idées suicidaires et que ça peut arriver, très sincèrement, j'entends et j'écoute et je connais tous les facteurs de risque, mais ça peut vraiment arriver à tout le monde. Alors oui, il y avait de la dépression dans ma famille, mais il n'y avait jamais eu de suicide, et donc j'ai jamais pensé au suicide. La liaison entre les deux, de savoir qu'une santé mentale dont on ne prend pas soin, qui n'est pas soignée, de savoir que ça peut conduire au suicide, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire de manière plus large, et ça commence probablement à l'école. Voilà, je pense qu'il faut que ça commence à l'école, à l'université. Voilà, on parle de... Voilà, pour lever le tabou. Merci. Edgar, pour toi, quelles seraient tes propositions, comme ça, dans le cadre de ces tabous qu'il nous faudrait briser?
Moi, je pense que pour le coup, Hélène a notamment raison pour l'école. Après, je pense qu'on le dit aussi dans le documentaire, c'est une question de société. Donc, c'est à la fois, comme dit Hélène, les proches, l'école, le travail. Charles-Édouard Notre-Dame, il mentionne aussi le rôle des politiques. On est en 2025, la grande cause, c'est la santé mentale. Je pense que Fabrice Jolland en parle aussi à la fin, avec notamment le problème de l'accès aux soins de manière générale. Donc, il faut à la fois avoir de la libération de la parole et en même temps de donner des ressources. C'est l'objectif du documentaire, de faire en sorte que le maximum de gens soient informés, à la fois pour libérer la parole et puis qu'il y ait des gens qui soient formés pour la recevoir, parce que c'est pas tout libérer la parole, mais encore faut-il en parler aux bonnes personnes et que ces personnes aient les bons mots pour y répondre. Et en même temps, il faut que les politiques aussi mettent en place justement des politiques publiques pour faire en sorte que les gens puissent être suivis où qu'ils habitent en ville, dans les grandes métropoles ou dans des régions moins peuplées. Donc je pense qu'il y a à la fois vraiment une problématique d'accès aux soins et en même temps une problématique d'accès à l'information. Et voilà, c'est pour moi les deux axes que je vois. Merci. Jean-Baptiste, pour toi, quelles seraient tes propositions ? Je vais rejoindre ce qui a été dit, mais pour compléter peut-être ce que tu disais, Edgar, sur cette question d'accès aux soins, on a dit aussi dans le documentaire qu'il y avait des facteurs de risque, et que parmi les facteurs de risque, il y a le fait d'appartenir aussi à des populations qui sont déjà vulnérables, et c'est justement ces populations qui ont le moins accès à des professionnels de la santé mentale. Donc rendre l'accès aux soins, et je rajouterais pour toutes et tous. Et donc ça, on a un enjeu fort à pouvoir aller toucher ces publics qui présentent déjà plus de vulnérabilité. Et je pense bien évidemment aux étudiants, mais à tous ceux qui vivent ou qui sont issus d'une minorité, d'une communauté particulière, aux migrants, etc. etc. On pensait aux populations carcérales, qui est, comme dit dans le documentaire. Donc voilà. Et puis encourager et soutenir le développement d'initiatives sociétales. En France, on est encore, Charles-Édouard le dit bien, on est encore sur une culture du soin psychique dédié à des professionnels de santé. Or, en fait, c'est l'affaire de tous. L'OMS nous dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et donc, si la santé est l'affaire de toutes et tous, la santé mentale est l'affaire de toutes et tous. Et le développement d'initiatives citoyennes, c'est un élément qui est extrêmement fort. Phare Enfants Parents, Nightline, SOS Suicide Phoenix, toutes ces initiatives qui sont issues de la société civile sont des actions qui sont à encourager pour faire bouger les choses. Et puis développer, pour moi, quand on regarde un peu ce que nous dit la littérature scientifique, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire la connaissance globale. Et le documentaire d'Edgar, avec les interviews de Fabrice et de Charles-Édouard Notre-Dame, joue énormément là-dessus. Mais je pense bien évidemment au dispositif Sentinelle, donc le fait d'aller former spécifiquement des gens dans des communautés spécifiques à repérer, aller vers, informer. C'est vraiment le rôle des sentinelles, c'est ce qu'on fait avec les sentinelles étudiantes chez Nightline, mais ça existe dans le milieu agricole, ça existe dans le milieu pénitentiaire, voilà. Donc c'est des éléments qui sont importants. Je pense au premier secours en santé mentale aussi, qui est une formation accessible à toutes et tous et qui apprend à poser ces questions. Voilà, tous ces enjeux au sein de la société, c'est pour moi un élément clé. Avant de passer la parole à Fabrice, je rebondis juste sur la société, sur le fait qu'on voit bien dans les associations d'écoute que nous sommes, toute cette détresse qui sont déposées au travers des appels. Et c'est effectivement le lien social qui est terriblement en danger. Fabrice, si tu voulais nous parler de ces tabous qu'il faudrait briser et de comment on pourrait les briser. Hormis tout ce qui a déjà été dit. C'est ça, il a été dit beaucoup de choses et je suis d'accord avec absolument tout. D'abord dire que briser le tabou, c'est pas normaliser le suicide. Il ne faudrait pas passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'en parler,
Et puis c'est normal d'avoir des idées suicidaires ou de passer à l'acte. Voilà, attention chez les jeunes, hein. C'est pas normal de se scarifier, il y a des explications, il y a des choses à faire. C'est pas normal d'avoir des idées suicidaires. Et en parler plus, en parler mieux, c'est pas normalisé, hein. C'est deux choses différentes, il faudrait pas confondre. Comment briser le tabou? Outre ce qui a été dit, c'est une tension. La prévention du suicide, c'est une tension entre des mesures spécifiques et des mesures sociétales, hein, ça a été dit. Donc il faut des actions spécifiques, comme le 31-14, comme vigilance, dont on a parlé, et d'autres actions. Et puis, c'est toutes ces actions collectives de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la solitude, de lutte contre l'isolement, de lutte contre l'exclusion, d'accès aux soins pour tous, de lutte contre les inégalités. C'est sûr que là, on a un peu de mal actuellement là, à avoir le sentiment qu'on va dans la bonne direction. Alors, il faut garder espoir, il faut continuer à s'indigner et à lutter pour une société inclusive où tout le monde a sa place, une société plus égalitaire, où chacun a son mot à dire. Voilà. Alors j'ai l'impression, quand je dis ça, on peut donner l'impression que je suis loin de la prévention du suicide, mais je ne crois pas, en fait. Je crois que les ressorts de cette société de l'inclusion, c'est aussi les ressorts de la société d'aller vers l'autre, de lui demander s'il va mal, éventuellement lui demander s'il a des idées suicidaires ou si elle a des idées suicidaires. Voilà, ça en fait partie. Alors c'est peut-être un discours un peu politique, là, ou militant, je parle, et là on voit que le rôle des associations, mais le rôle des institutions, les associations, les institutions, et puis surtout le grand public. Hein. Là, ce qu'on fait ce soir, il y a 30 ans, ce n'était pas imaginable. Quand Michel Debout, qui est décédé cette année, propose au Conseil économique et social de faire un rapport, Conseil économique et social, instance nationale, de faire un rapport sur la prévention du suicide, on lui dit « Ouh, non, ça ne va pas être possible, il doit se battre ». Qu'est-ce qui lui permet de le faire à ce moment-là, en 1993 ? Le décès de Pierre Bérégovoy, Premier ministre qui se suicide. C'est le truc qui déclenche enfin une prise de conscience. C'est le début d'une grande prise de conscience. Il y a des gens qui travaillent sur le suicide depuis longtemps. Hein. Les pères fondateurs de la suicidologie moderne, Schneiderman, voilà, ils travaillent aux États-Unis depuis les années 50, 60, etc. En France, il y a des précurseurs. Mais ça ne bouge pas. Et on voit, il y a 30 ans, c'est seulement il y a 30 ans, c'était encore bloqué. On ne pouvait pas en parler. On n'aurait jamais fait une conférence publique. On nous aurait interdit l'accès à l'amphithéâtre. Voilà, vous voyez, c'était réservé à un petit nombre. Ben, aujourd'hui, c'est possible, donc on va dans le bon sens, très clairement. Mais il faut continuer à y croire. Hein. Faut continuer à y croire, il ne faut pas lâcher. Attention, la prévention, hein. C'est comme la prévention routière. Quand on arrête de faire la prévention routière, ça repart. Hein. Et j'en parle dans le documentaire, aux États-Unis, on ne sait pas trop pourquoi, ça baissait, et puis ça va moins baisser après, puis ça a remonté même. Donc il faut continuer à faire un effort, parce que ça marche, il y a des choses qui marchent, il faut y aller. Mais là, on va laisser la parole à la salle, non ? Ouais. Merci. Merci beaucoup pour ce débat et merci beaucoup, madame, pour votre courage de témoigner. Je suis pédiatre, responsable d'un service qui accueille des adolescents en hospitalisation et j'avais 3 remarques que je trouvais importantes à partager et des questions. La première sur le tabou, c'est le tabou dans la fratrie. Quand il y a une tentative de suicide chez un adolescent, on a vu que c'était fréquent, on voit de temps en temps des remarques de parents qui disent à leur plus petit, elle est partie en vacances, elle n'est pas là pendant quelques jours, etc. Et certains services ont développé des groupes, des entretiens familiaux post-tentative de suicide, où on regroupe la fratrie, et je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête, ce tabou. Le deuxième point, c'est qu'on a parlé pas mal de statistiques. À 17 ans, quand on pose la question à un adolescent, est-ce que tu as eu dans l'année des pensées suicidaires ? Il y a eu 5 ou 10 ans, c'était 10%. Aujourd'hui, on est proche de 20%. Et 20%, donc ça fait une masse considérable, et on imagine bien que
On a parlé des carences en pédopsychiatre, mais en psychiatre, en psychologue, ce n'est pas les psychologues et les psychiatres qui vont s'occuper des 20% d'adolescents qui ont des pensées suicidaires. Et donc je pensais à comment on peut imaginer quelque chose comme Nightline, mais pour des plus jeunes. Et donc forcément les pères, les familles, comment ce sujet-là, qui est peut-être encore plus tabou à ces âges-là, peut être mis en avant. Et puis le troisième point, ça c'est peut-être mon côté plutôt hospitalier, c'est ce qu'on appelle le risque vicariant, le risque pour, vous avez parlé de l'entourage des endeuillés, mais je pense aussi aux soignants. Et quand dans un service on accueille régulièrement des adolescents suicidants, voire qu'on a des événements graves, il n'y a pas grand-chose qui est fait, ni en prévention, ni en postvention, pour ces équipes-là, et je trouve que c'est très important. Voilà. Alors, sans vouloir encore parler de phare enfant-parent, mais quand même un petit peu, je pense que l'approche qui est proposée par l'association est assez intéressante pour répondre au mal-être grandissant des adolescents, donc en âge d'être au collège ou au lycée. Donc l'association propose la mise en place d'espaces d'écoute en fait, au sein des établissements scolaires. Donc ce sont des permanences d'une demi-journée par semaine qui sont tenues par un psychologue. Mais en plus de ces points écoute, il y a toute une formation qui est réalisée par l'association auprès du personnel encadrant, enseignant et aussi auprès des délégués de classe de l'école. Donc en fait, on met en place un espèce de maillage, quelque chose qui peut ressembler un petit peu au dispositif vigilance. Il faut encore être très prudent parce que, encore une fois, il ne faut pas que ce soit la responsabilité des élèves de détecter. Donc là, ce que je trouve très important, c'est intéressant, c'est qu'on leur donne une solution d'écoute. Donc s'il repère quelque chose, si un professeur même repère quelque chose, il peut envoyer l'élève vers le point écoute qui a lieu une fois par semaine. Et ensuite, les psychologues de phare, parfois réussissent à désamorcer la situation en une ou deux séances sur place, ou sinon orientent avec des partenariats sur Paris avec la CPAM ou avec des suivis au sein de l'association. Donc ce type de dispositif, parce que juste faire de la formation auprès de ces populations-là, il y a eu des exemples et des essais qui ont été faits en Angleterre en particulier, et ils en sont revenus. Donc de sensibiliser tout le monde aux problèmes potentiels de santé mentale dans les écoles, ça peut être dangereux. Donc je pense qu'il est vraiment important d'avoir un espace d'écoute et surtout d'améliorer la bienveillance et le respect et l'écoute au sein des établissements scolaires. Moi, je pense que c'est vraiment la base, et donc de faire entrer un psychologue phare au sein d'un établissement scolaire, c'est une démarche pour améliorer le bien-être général des élèves. Mais malheureusement, il n'y a que 12 points écoute pour l'instant à Paris parce qu'il n'y a pas de sous. Pour compléter aussi, je pense à deux éléments. Vous allez me dire, je reviens aussi sur les premiers secours en santé mentale. Il y a un nouveau programme de formation qui va sortir aussi, qui est donc le programme ado. Donc, il existe un programme standard, je suis adulte pour être secouriste auprès d'adultes. Le programme jeune, je suis adulte et je m'occupe de jeunes. Et puis va sortir le programme ado, je suis un adolescent et j'ai besoin d'avoir de l'information sur ce qu'est la santé mentale et de pouvoir apprendre à trouver du soutien auprès des secouristes adultes qui ont été formés dans mon établissement, dans mon groupe, etc. Donc ce programme ado, il ne se développera pas sans des adultes formés au premier secours pour pouvoir aussi accueillir cette parole. Ça, on est sur la partie prévention. Et puis, moi, j'aime toujours aussi à se dire qu'on a aussi à agir pour la promotion de la santé. Et notamment au développement des compétences psychosociales, ces compétences qui sont essentielles pour faire face aux difficultés de la vie, ces compétences d'écoute, d'identification des émotions, de savoir verbaliser ses émotions, etc. Et ça,
pour le coup, en France, on peut se réjouir, on n'est pas toujours bon sur tout, mais à la rentrée 2025, le développement des compétences psychosociales a intégré le socle des connaissances fondamentales, au même titre que les maths, le français, l'histoire, etc., de la maternelle jusqu'au lycée. Comment est-ce que l'ensemble des enseignants et enseignantes de France va soutenir ce développement? C'est encore une question, mais on sait que c'est déjà un progrès et qu'on va dans cette direction-là. Voilà. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, justement, vous avez parlé de la diffusion du documentaire et de son devenir. Je voulais savoir quels sont les projets que vous avez à cet égard, et puis également, est-ce que vous avez eu une réaction déjà des pouvoirs publics par rapport à ce travail? Oui, alors du coup, justement, il y a des mouvements sociaux, donc je n'ai pas pu me rendre au ministère de la Santé, mais on a rendez-vous fin septembre. Donc voilà, les pouvoirs publics sont prévenus. Pour la diffusion, c'est en cours, donc dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant, mais oui, on espère un grand diffuseur public. Il y en a 2 en France, voilà, France Télévisions ou Arte, et je pense qu'en effet, ce serait dans l'intérêt qu'un documentaire de santé publique soit diffusé sur le service public. Merci. Bonjour, Xavier, je suis le père d'une très bonne amie de Lou. Je n'ai pas de questions, je voulais dire, et je pense que beaucoup de personnes, un grand merci à vous tous. Donc avant de m'adresser à Hélène, à Edgar, vous partagez mes émotions, puisque c'est un peu le thème, et ça aide de mettre les mots sur les émotions et les verbes. Vous parlez souvent de verbaliser. Et donc Edgar et toute l'équipe, félicitations, puisque je sors de ce film à la fois bouleversé, évidemment, comme tout le monde, mais rempli d'énergie pour aller de l'avant. Et je pense que c'était votre objectif, et donc félicitations. Je ne sais pas si on peut encore vous applaudir, mais je voulais vraiment vous partager. Et puis, évidemment, Hélène, d'abord, désolé de ne pas avoir été souvent à tes côtés, mais merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire pour ces associations. Et puis pour ma fille, qui, comme tu sais, dans ses études, dans tout ce qu'elle fait, tu sais, la dernière production qu'elle a faite, a été inspirée, alors c'est terrible dans ce cas-là, mais par ta fille, tout ce qui lui est arrivé. Et donc, devant tout le monde, je voulais vraiment te remercier. Merci beaucoup. Et en effet, Margot a fait un super petit film en mémoire de Lou qui sera diffusé. Elle a gagné le premier prix dans son master d'animation à l'université de Leeds. Donc c'est vrai que quand on voit aussi comment le décès peut inspirer, et la personnalité de Lou, ce qu'elle peut inspirer, c'est très émouvant, et je remercie sincèrement Margot de lui rendre hommage de cette manière. Bonsoir. Une question peut-être plus pour le réalisateur. Déjà, bravo, parce que moi, j'ai découvert tout un tas de choses que je connaissais absolument pas. Moi, je suis maman de 2 adolescents, et l'année dernière, dans le lycée de l'aîné, il y a eu un suicide donc, qui a énormément marqué tous les jeunes. Je me disais, est-ce que dans les prochains épisodes, il y aurait peut-être moyen aussi d'avoir du vécu de jeunes qui ont surmonté ces moments, peut-être pour que ça touche encore plus des jeunes comme votre fille? Alors pour le coup, dans le 3e épisode, on a un témoignage du coup d'une personne qui est toujours très jeune, puisqu'elle a 33 ans, qui nous parle justement à la fois de son adolescence et justement de tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle, pour le coup, elle a vécu du harcèlement scolaire, elle a été internée en psychiatrie du coup à la fin de son adolescence, donc c'est vraiment sa vie de jeune adulte, et c'est vraiment un parcours de jeune adulte. Alors voilà, aujourd'hui elle est père aidante, elle est maman, et donc du coup c'est un témoignage qui permet aussi, alors du coup on a toujours voulu conclure le documentaire par un témoignage lumineux, et un témoignage surtout de rétablissement, parce que justement c'était important, comme l'a dit Xavier, qu'on termine sur quelque chose qui soit engageant, et qui donne envie soit de s'instruire, soit d'approfondir, soit de poser des questions, soit de parler à des gens, mais qui donne envie d'agir, et pas juste qui pose des constats qui vous laissent un peu froid et un peu du coup dubitatif.
Et donc du coup, dans ce parcours-là de Roxane, pour le coup, c'est vraiment un parcours de rétablissement, et elle nous parle justement des troubles qu'elle a pu vivre, qui ont notamment bouleversé ses études, par exemple, le métier qu'elle voulait faire. Donc je ne sais pas si c'est un témoignage de jeunes qui se rapproche un petit peu de ce que vous évoquez, mais en tout cas c'est pour montrer que voilà, il y avait une vie avant, aujourd'hui elle est maman, elle est père aidante, et pour le coup quand elle avait 16 ans, elle était en hôpital psychiatrique et elle renonçait au métier de ses rêves, donc il y a un long chemin qui est de lumière, on va dire, qui est mis en avant, quoi. Et il y a une plateforme qui a été mise en ligne hier, le 10 septembre, qui s'appelle Les Ulysses, et qui regroupe, je pense, une dizaine de témoignages pour l'instant, et dont un certain nombre de jeunes qui ont tous eu des idées suicidaires, vécu des crises, certains fait des tentatives de suicide, et qui maintenant vont beaucoup mieux. Donc allez regarder Les Ulysses. Merci beaucoup. Voilà, Ulysse, comme le héros grec. Et je pensais en regardant ton documentaire, Edgar, merci de poser ce mot de rétablissement, parce que c'est un terme qui est clé dans la santé mentale, mais on parle encore trop peu de rétablissement pour les proches et les aidants. Et on en parle beaucoup pour les personnes directement concernées par des troubles de la santé mentale, concernées par des pensées suicidaires, mais on en parle encore beaucoup trop peu pour les personnes endeuillées. Et je ne sais pas, Hélène, si tu te considères sur un chemin de rétablissement, mais en tout cas, c'est ce que ça renvoie dans ce documentaire. Et donc, merci aussi pour ce chemin lumineux, effectivement, c'était le bon terme, parce qu'on a aussi besoin d'avoir des beaux exemples de rétablissement aussi chez les personnes endeuillées. Oui. Une petite seconde, on va prendre les 2 dernières questions si vous voulez. D'abord, je voudrais vraiment vous dire un très grand merci pour la réalisation de ce film. Et un très grand merci, madame, de témoigner comme vous le faites, de manière si profonde. Je crois que c'est important. Moi, ce que je voudrais dire, on est plusieurs ici d'une association qui s'appelle La Porte Ouverte, qui reçoit de manière tout à fait anonyme et tout à fait respectueuse les personnes qui sont en difficulté. Et je trouve que le grand enseignement que je ressors, notamment pour nous qui sommes des écoutants, c'est oser poser la question des idées suicidaires. Je retiens vraiment ça de votre témoignage, qui est le plus important. Oser en parler, oser poser les questions aux gens que l'on reçoit. Merci beaucoup d'insister sur ce point. Comme on le dit, mais brièvement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur 55 minutes, c'est pas si simple la première fois de poser la question. C'est un sujet compliqué pour plein de raisons qu'on a commencé à évoquer. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. La phrase est simple. Et elle ne doit pas être ambiguë. On ne parle pas d'idées noires, on ne parle pas de se faire du mal, parce qu'on peut vouloir se faire du mal sans être suicidaire. Et on parle en français, c'est idées suicidaires, pensées suicidaires, se donner du mal, tout ça c'est synonyme, il n'y a pas de problème. Est-ce que ces derniers temps, vous avez eu, tu as eu, si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, des idées suicidaires? Et nous, dans les formations, on insiste sur le fait que, évidemment, certaines personnes auront du mal à en parler, pour les raisons que j'ai évoquées dans le film. La honte, la culpabilité, la peur des conséquences, etc., la peur de la minimisation. Est-ce que je peux vous faire confiance pour vous parler d'un truc aussi compliqué? Donc il faut attendre un petit peu pour poser la question dans un entretien, d'avoir gagné un peu de confiance. Puis quand on sent qu'il y a beaucoup de... Voilà, que la situation s'y prête, que ce qu'elle vit pourrait avoir débouché sur des idées suicidaires. Attention, toutes les situations difficiles ne débouchent pas sur des idées suicidaires. On ne sait pas pourquoi, certains en ont et d'autres pas. Mais quand on se sent en confiance, quand on sent qu'il y a un lien de confiance, alors quand on est dans un cadre thérapeutique, on va dire une alliance thérapeutique qui commence à se créer,
à ce moment-là, il faut poser la question. Et on peut faire, si vous voulez, un petit peu quelques trucs pratiques. Dans un entretien, on va pouvoir aussi faire le lien avec ce que la personne nous dit. Tu me dis que en ce moment, tu vis telle situation, tu te sens comme ceci ou comme cela. Mais quand on se sent comme ça, on peut avoir des idées suicidaires. Est-ce que ça a été ton cas ces derniers temps ? Vous voyez, il y a une version un petit peu plus sophistiquée qu'on peut utiliser. Voilà, mais globalement, j'ai écouté, je suis à l'écoute. J'ai du souci, pour toi je me fais du souci, je te pose la question, plutôt que de rester, vous voyez, comme des fois on a des familles qui nous disent elles pourraient avoir des idées suicidaires. Voilà, c'est parce que c'est tellement compliqué de poser la question. Bon, plus on aura l'habitude de poser la question, de la même manière, de manière plus large, poser la question de l'anxiété, des problèmes de sommeil, des problèmes de drogue, d'alcool, etc. Voilà. La parole se libère, elle ne se normalise pas, c'est pas voilà, mais la parole se libère et c'est de plus en plus facile de parler de ces phénomènes qui ne sont pas normaux, mais pour lesquels on a des solutions derrière, etc. Ouais. Plus on fera ça, nous tous, là, plus on transmettra cette information, et plus ce sera simple, et plus il y aura aussi de gens qui viendront spontanément vous voir dans les associations, nous voir dans les hôpitaux, appeler toutes ces lignes d'écoute que nous avons, les lignes comme le 3114, mais toutes les lignes aussi associatives de soutien, pour parler plus spontanément, plus facilement de ces idées suicidaires. Ouais, ça sera bien là. Mais on y va, on va dans la bonne direction. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous remercier, moi, à plusieurs titres. D'abord, j'ai trouvé ce film très émouvant, évidemment, comme chacun, j'imagine ici, très, très parlant. J'ai beaucoup aimé votre témoignage, madame, ainsi que celui de votre mari, vraiment, qui m'ont... Il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai moi-même été touché par le comportement suicidaire, donc ça résonne assez bien dans ma tête. Je suis psychiatre et l'essentiel de ma vie professionnelle est consacré à la prévention du suicide. Donc je suis responsable du dispositif Vigilance à Paris et puis 3114 à Paris. Je fais pas mal d'interventions auprès de professionnels pour justement briser les tabous et déstigmatiser beaucoup auprès des professionnels de santé, mais du champ médico-social également. Et je voulais vous remercier parce que ça m'a vraiment boosté ce reportage. C'est la prévention du suicide au quotidien, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup. Il faut bien sûr s'occuper des patients, mais toutes ces interventions, c'est une forme d'abnégation. Et tu disais, Fabrice, à un moment donné, tu fais le militant. Moi, aujourd'hui, je crois que je considère ma vie de suicidologue comme celle d'un militant. J'ai l'impression de militer au quotidien sans ménager mes efforts. C'est important ce genre d'occasion d'être ensemble, d'échanger, parce que le quotidien est vraiment difficile. Je pensais à un truc en écoutant toutes ces initiatives. Je me disais que j'avais des patients là qui avaient du mal à se fournir en lithium, par exemple, qui est un des produits qui a fait sa preuve d'efficacité en termes de limitation du risque suicidaire. On trouve très difficilement du lithium aujourd'hui en France. C'est quand même l'année de la grande cause, on ne peut même pas se fournir un médicament qui ne coûte rien à produire. Donc ce type d'initiative, vraiment, je trouve, me rebooste. Et puis il se trouve que par ailleurs, j'ai réussi à amener ma femme qui ne sait pas bien précisément ce que je fais tous les jours. Et donc je trouve que c'est vraiment une manière de lui montrer très précisément cet élan et cette mobilisation autour du suicide qui me mobilise depuis une dizaine d'années. Donc vraiment un grand merci. Moi, je vais juste remercier déjà Edgar, parce qu'on ne se connaît pas, mais je suis président de Phare Enfants Parents. Donc c'est la fameuse association que vous avez tant entendu parler tout à l'heure. Donc le film est magnifique, et tous les intervenants, bien sûr, sont bien. Mais je voulais juste marquer un petit point sur le tabou. En tout cas, moi, ça fait 30 ans que je suis dans la prévention du suicide, à travers Phare Enfants Parents. Et il y a surtout un tabou, c'est le tabou politique. Parce que, comme disait Fabrice, en fait, c'est la société entière c'est presque un programme politique complet pour que la prévention du suicide soit très réussie. Parce qu'on a beau prévenir et repérer le mal-être des jeunes, ou même des moins jeunes, mais une fois qu'on a repéré le mal-être, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi.
il y a un désert médical, mais surtout les CMP qui sont remplis à ras-bord. Il y a les hôpitaux, vous connaissez bien le problème. Donc en fait, il y a vraiment des sous-effectifs pour l'accompagnement après le repérage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est à regret qu'on va être obligé de conclure ce moment partagé avec vous. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir participé activement à ce ciné-débat. Merci à nos intervenants, Edgar, Hélène, Edgar, Jean-Baptiste et puis Fabrice, bien sûr. En conclusion, je voudrais juste dire quelques mots sur la question de cette énergie dont parlait Xavier et puis vous, monsieur, sur cette belle énergie avec laquelle nous ressortons aujourd'hui. La prévention du suicide, ça fonctionne. Les dispositifs qu'on a vus aujourd'hui, tous les échanges dont on a parlé, on voit que ça fonctionne. L'engagement, hein, je mettrai aussi l'engagement très important de tout à chacun, de tous ceux qui travaillent autour de la prévention du suicide. Et en conclusion, je dirais, le dialogue à tous les niveaux, c'est la source de la vie. Et il faut que nous soyons complètement imprégnés de ce principe. Fabrice, si tu veux dire un petit mot pour clôturer. Encore une fois, merci à tous d'être venus, d'être restés jusqu'ici. Suivez l'actualité de l'UNPS. On doit s'améliorer pour la communication, etc. Mais on vous promet, c'est notre travail de cette année, pour vous faire part de tout ce qui se passe à Paris, mais pas seulement à Paris. Il y a plein de choses qui se passent aussi avec nos associations adhérentes et d'autres en région. Donc suivez l'actualité, suivez nos vidéos. On va mettre en ligne tout ça, on l'a dit tout à l'heure. Et puis continuez à porter la bonne parole, tout ce qu'on a dit auprès des personnes, auprès de vos proches. Et puis prenez bien soin de vous aussi. Et à très bientôt.